lettres. Et en même temps, bah, ça a permis à certaines personnes de, comment dire, de se faire une petite fortune et de continuer à contribuer à cette inégalité sociale. Donc il n'y a pas vraiment de solution à part des petites... Moi aujourd'hui je crois à des petites actions locales, ponctuelles et durables. Voilà. Dès l'instant où on va débarquer avec un gros projet, avec de l'argent, on va se faire racketter. À l'arrivée. Donc il ne faut surtout pas avoir l'air de venir faire un projet humanitaire ou de développement. C'est pour ça que je parle de tourisme solidaire. On y va, une quinzaine, on s'installe dans le village, on habite avec les gens et on les aide à construire une école. Et on repart, c'est tout. Et les aider à cette autonomie dont Anne parlait, ils ont besoin de retrouver leur autonomie. De toute façon, ceux qui ont plus de 50 ans, ils ont été lobotomisés par le régime de Pol Pot. Ils ne croient plus en rien. Et c'est ce que tu disais aussi, ceux qui ont sauté sur des mines, qui ont eu ce traumatisme en plus physique, ils sont dans une espèce de désespoir, de laxisme. Ils n'ont aucune vision positive de l'avenir. Donc nous, on arrive avec un petit peu de moyens, avec beaucoup d'énergie, avec le sourire, avec notre dynamisme. En très peu de temps, on peut leur redonner de l'espoir. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Mais ça ne sert à rien d'arriver avec des gros budgets. C'est les autres qui vont en profiter, c'est pas le peuple. Est-ce que ça ne va pas conduire à une situation peut-être un peu plus difficile, parce que je crois que c'est 80%, vous avez dit tout à l'heure, de moins de 25 ans, des gens qui auront petit à petit s'éduquer au contact des différentes ONG qui sont sur place, avec peut-être une formation aussi qui viendra de l'extérieur, dans laquelle ils vont avoir une révélation sur le monde extérieur ou sur leur histoire. Est-ce que vous ne pensez pas, vu le nombre de jeunes, que ça peut conduire à une situation explosive? Est-ce qu'il y a des frémistes dans ce sens? C'est un peuple très doux et très passif. C'est pour ça qu'ils ont été manipulés et par les Chinois et par les Vietnamiens. On sait que c'est historique, effectivement. Voilà, historiquement, c'était un peuple très indolent ils n'ont pas cette niaque et cette hargne et cette volonté et cette détermination qu'ont les Vietnamiens ou les Thaïlandais. Ils ne sont pas combatifs, les Khmers, à l'origine. Donc moi, je pense que c'est des gens qui ont envie de vivre autrement, qui n'en ont pas les moyens et qui sont par contre mais totalement ouverts à ce qu'on peut leur apporter. Hein, je ne sais pas, Béatrice, tu avais envie de prendre la parole? Ouais, moi je voulais continuer sur l'éducation. Je faisais partie du voyage alors, ce que je voulais rajouter à ce que tu as dit, c'est que les enfants, du coup, il y en a beaucoup qui sont obligés de travailler pour se payer leurs études. Et moi, ça m'a vraiment ému, quoi. Peut-être parler des enfants qui faisaient des marmites à Compiègne et qui se dépayaient quoi à la pièce. Oui, c'est-à-dire que les enfants, ils sont obligés de passer une partie de leur temps à travailler et ils nous expliquaient que c'était pour payer leurs études. Comme c'est peut-être tu peux en parler. Ils avaient une dizaine d'années. Je te rappelle quand ils étaient payés à la pièce, je ne sais plus si c'était quelques rides. Tu te rappelles toi? Oui, je crois que pendant 2 jours, ils travaillaient pendant 2 jours pour avoir 2,50 €. 2,50 €, 2,5 $. Ils travaillaient pendant 2 jours. Voilà, donc nous, on a effectivement dialogué avec des gamins qui devaient avoir 14 ans, 12 à 14 ans. Moins à peine, 12 ans. Il y a des photos là, on les voit là, ils sont en train de fabriquer, en fait, traditionnellement au Cambodge, pour faire la cuisine, bien sûr, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité dans les campagnes. Donc ils ont ce qu'on appelle des fours en argile là. Il y a une ONG donc, à laquelle j'ai participé en 92 qui s'appelait le GERES, puisque moi j'avais monté un projet de pisciculture associé avec une autre ONG pour améliorer les conditions de vie de la population rurale et notamment en améliorant les performances de ces fameux fours. Donc c'est ce qu'on appelle en Afrique du Nord les canouns.
en argile, comme ça, ils mettent du charbon de bois, enfin du bois. En fait, cette association, le GRS, leur avait fait améliorer ces fours en rajoutant une espèce d'isolation extérieure avec de la balle de riz, c'est-à-dire l'écorce du riz, et un découpage en inox, en alu, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Voilà, donc il y avait le four en argile, et autour, ils mettaient un cerclage en alu, et entre les deux, de la balle de riz. Donc du coup, ça gardait la chaleur un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser beaucoup de bois, ils en utilisaient moins. Du coup, ça diminuait un petit peu aussi ce dont parlait Piquemire, là, la diminution des forêts. Enfin, c'est le moindre mal par rapport aux Japonais qui, eux, achetaient des hectares et des hectares de forêt. Et donc ces gamins-là, de 12 ans à peu près, passaient leur journée entière à découper avec une espèce de cisaille cet alu-là pour faire ce cerclage. Et ils nous disaient qu'ils étaient payés à la pièce. Donc, et dans une journée, je crois qu'ils en faisaient 10. Et en 2 jours, ils gagnaient 2,50 €. Tout ça pour se payer ces fameux cours particuliers qui permettaient de leur donner une chance éventuellement de passer l'examen qu'éventuellement ils pourraient avoir s'ils allaient jusqu'au bout de ce cursus, quoi. Enfin bon, si vous avez l'occasion en ressortant, j'ai photocopié là sur le tableau un petit peu des statistiques justement sur cette espèce d'avalanche au niveau du nombre d'enfants de la primaire jusqu'au bac. Tous les 2 ans, il y a une avalanche. Voilà. D'autres questions ? C'est juste le temps d'attendre qu'il fasse assez nuit pour projeter le film. Mais bon, moi j'aimerais bien aussi que vous en parliez un petit peu du Cambodge, là, nos voyageurs. Ah, il y a une question là-bas. Bonsoir, Chumripsu, en langue de cette petite dame qui est devant vous ce soir. Et bien voilà, je n'ai pas de questions, j'ai juste quelque chose que j'ai envie à vous communiquer. Voilà. Je me suis permis de prendre une petite note. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous parler d'une petite fille. Elle avait 10 ans. Son numéro matricule A 486-24. C'était son matricule à Auschwitz. Elle avait une tête de turque. Alors, c'était le jour où elle doit passer à la douche. C'était dans l'antichambre. Elle avait 13 ans. Et donc, cette petite fille, comme elle a vu sa mère torturée par l'ange de la mort, comme certainement parmi vous connaissez certainement, il s'appelait Joseph Mengele. Alors, cette petite fille, elle a vu son père, le sang couler par terre parce qu'il a reçu 2 balles. Et donc voilà, cette petite fille s'est pas levée pour saluer le chef de camp ainsi que Joseph Mengele. Alors, elle a été punie, fouettée et jetée dehors. Grâce à sa tête de turc, elle n'a pas été gazée. Pas miracle. 42 ans après, elle a la chance de rencontrer son bourreau et le faire condamner et témoigner devant la justice. La dame, Madame Pitt, qui est devant vous ce soir, peut-être elle n'a pas la chance de rencontrer ni de faire condamner ses bourreaux. Mais par contre, ce soir, votre présence l'aidera beaucoup
pour pacifier son âme dans le futur. Seule chose que je sais, on ne peut pas réparer le futur, mais de vivre dans le présent pleinement, ne pas oublier le futur. Et le futur, Treblinka, Birkenau, Auschwitz, Mauthausen, ce n'était pas un détail. N'oubliez pas, 2 millions à 3 millions de morts fratricides que Pol Pot avait commis. N'oubliez pas 1 million de morts que les Turcs ont fait, l'ethnocide sur les Arméniens. N'oubliez pas 10 millions de morts massacrés par les Japonais sur les Chinois il y a 70 ans. En Europe, on ne parle à peine des journaux. En Afrique, les Tutsis, les Hutus sont en train de se décimer à petit feu. Aujourd'hui, il existe des nouveaux peuples, Exodus, les Kurdes et les Palestiniens. Voilà, aujourd'hui, ils vous demandent votre bon sens, le bon sens de votre honneur, de notre honneur, à tous, de la commisération. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc merci de nous rappeler cette histoire qui est malheureusement notre histoire, l'histoire de l'humanité et qui se répète, à croire qu'on n'a pas bien compris la leçon. Donc si personne d'autre n'a envie de témoigner ou de rebondir ou de poser une question sur ce Cambodge en devenir, on va peut-être pouvoir passer à la projection du film. Anne, tu veux en dire 2 mots? Alors, non, une petite... on a, donc Pikmir a écrit 4 livres ou 5 4. Donc là, on en a commandé 2 à son éditeur. C'est Cambodge, je me souviens, et Cambodge, mon pays, ma douleur. Donc qu'elle pourra dédicacer. Alors, soit on le fait maintenant, soit il vaut mieux le faire à la fin du film, je pense. Oui, voilà. c'est mieux. Moi, personnellement, j'ai aussi écrit un livre. Alors, il y a 2 tables de dédicaces. Ça s'appelle De fil en aiguille. Et je l'ai mis là parce qu'il y a un passage sur le Cambodge, sur cette histoire, donc cette longue histoire que j'ai partagée avec les Cambodgiens donc, depuis 35 ans maintenant. Donc, c'est totalement différent. Pikmir, c'est un témoignage. Il y a beaucoup de poésie dans ces livres. Elle vous en parlera après le film. Moi, c'est plutôt un roman initiatique avec un thriller, avec une énigme. Voilà, il y a toute une histoire avec 2 fils en aiguille. C'est un petit peu un livre sur la mémoire et la causalité. Voilà, donc Anne, tu veux bien présenter ton film en quelques mots? Donc le film qu'on a réalisé ensemble, Delphi, c'est plus moi qui raconte comment je vois Méas, mais néanmoins on l'a quand même écrit ensemble. C'est une idée qui a germé il y a près de 25 ans, qui avait motivé notre rencontre à l'origine, et puis après on a fait d'autres choses dans la vie, on a fait des enfants, on a commencé à travailler, on a fait... Voilà, mais on était toujours restés en contact. Et puis il y a 6 ou 7 ans, c'est vraiment devenu très important pour nous de le faire tout de suite. Alors tout de suite, ça nous a pris un peu de temps.
mais il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire, il fallait asseoir un nouveau langage aussi pour lui permettre de témoigner et qu'elle continue l'écriture de livres et vers d'autres directions aussi, d'essais et romans. Il fallait aussi cette dimension film pour témoigner. Et puis en 25 ans, on avait appris à bien se connaître. Voilà, donc on est parti, moi je connaissais bien les livres. J'avais lu les manuscrits en fait, avant que les livres soient publiés, donc je connaissais bien son écriture et sa façon de témoigner. Voilà, donc on est parti ensemble avec une toute petite équipe en 2011, et puis je suis retournée avec elle en 2013. C'est pas un film géopolitique, historique. Vous ne trouverez pas ces informations, et heureusement que tu as posé le contexte géopolitique avant. C'est pas un film sur le passé non plus, c'est le portrait d'une franco-cambodgienne aujourd'hui qui vit avec ce passé. Place à l'image. Merci de votre attention. Un instant, s'il vous plaît. Avant qu'on parte le film, j'ai quelque chose à offrir à l'organisatrice qui, pour l'encourager encore, son courage. Merci, madame. Merci. Ce soir. L'énergie, votre énergie possède autant de force comme l'animal qui se trouve dedans. Peut-être avant de commencer, si Monsieur le maire veut conclure ou dire quelque chose, c'est avec plaisir. Je pense que c'est une belle soirée que nous avons là. Bon témoignage. C'est important effectivement de savoir ce qui se passe dans des pays lointains comme le Cambodge, que nous ne voyons pas, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs dans les informations. L'actualité est dans ce qu'elle est.